première question. Qui a une première question à poser? Voilà, première question ici. Donc j'aurais voulu savoir quelles ont été vos recherches par rapport aux dinosaures et est-ce que c'était un gros challenge? Alors, what were your research like for the dinosaurs, or the major research? Can you tell us a bit about it? Yeah. Well, why don't you, what you first started with the actual dinosaurs? Yes, so we would go to a lot of museums and talk to a lot of paleontologists and find out about the structure of the animal, the culture of the animal. But that was just on the animal side. But then in our film we have a really frontier kind of tone to it culturally. And so we would also begin to do some research in the wilderness and with farmers and ranchers at the same time. And doing that research out in the wilderness was a huge influence on what the movie would be, because we wanted to do something, trying to do something different with the film, where a lot of dinosaur movies, at the end of them, it's always like another dinosaur, a big carnivore trying to get you, but trying to make something emotional with nature to be the kind of the protagonist at the end of the movie. And so there was a lot of fun research going out by rivers, riding horses, meeting this rancher family that really inspired the T-Rexes. And We went river rafting, yeah, where that was pretty exciting. I Yeah. actually fell out of the boat yeah, and ended up hitting a rock, yeah. not knowing it, and hurt myself. Yeah. I mean, things like that really did influence us Yeah. in terms of nature being something that could be very threatening and scary. Yeah, I grew up in New York. I never had gone out into the wilderness, and then when we went out to that research for the first time, everything was scary, everything was dangerous, but everything was gorgeous at the same time. So there was a duality, beautiful and death, right, mixed into each other. Alors en fait, c'est vrai que dès le départ, on s'est d'abord intéressé évidemment à la nature animale des dinosaures. C'est-à-dire on a été dans beaucoup de musées, on a parlé des paléontologues, etc. On a surtout pensé à la structure de l'animal, à sa culture même. Mais dans notre film, évidemment, il y avait un autre aspect qui était celui de la nature. On avait très envie d'incorporer dans ce film le thème, évidemment, de la frontière, de l'Ouest, etc. Et c'est vrai que lorsque nous avons fait nos voyages de recherche, que nous avons rencontré des ranchers, des fermiers, etc., eh bien ce voyage-là a une influence fondamentale sur la couleur finalement de notre film. Nous voulions faire quelque chose de différent parce que très souvent, dans les films où il y a des dinosaures, bon, ça se termine souvent par des créatures assez monstrueuses qui se bougent, enfin, voilà, qui sont assez violentes. Mais ici, nous voulions montrer que le vrai protagoniste, le véritable adversaire, c'était la nature elle-même. Alors, pendant ces voyages d'exploration, évidemment, on a pris beaucoup de plaisir à la fois à découvrir, faire du rafting sur la rivière, mais on en reparlera, à évidemment faire des chevauchées à cheval, à rencontrer ces ranchers qui sont devenus en quelque sorte des modèles pour nos T-Rex. Mais Denise de rajouter, bon évidemment il y avait aussi un côté un peu dangereux, parce que moi-même lorsque j'ai fait du rafting sur la rivière, la Snake River, eh bien je suis tombée, et à un moment je me suis fait mal, je suis tombée sur un rocher, et je me suis dit tiens c'est intéressant parce que il y a vraiment le côté, la beauté de la nature et puis le côté évidemment dangereux. Et puis de rajouter, évidemment moi en plus j'ai grandi à New York, donc je n'étais jamais vraiment allée disons dans l'Amérique profonde, dans la nature vraiment sauvage. Et donc c'est vrai qu'au début j'avais un peu peur, c'est vrai, et en même temps je trouvais que tout était splendide. Donc cette dualité qui est permanente dans le film, entre finalement ce qui est beau, mais ce qui peut également être mortel, eh bien c'est une dualité qui est née de ce voyage de recherche en quelque sorte. Question. Oui? Oui, alors moi j'ai une question pour Peter. En fait, ce serait pour savoir, il a longtemps été animateur, pourquoi il est arrivé maintenant à la réalisation et sur ce projet-là? Comment c'est arrivé à lui? Well, obviously, I mean, you've done many different jobs, including animator, Yes. of course, and suddenly this first feature film. I mean, what in a way brought you to this good dinosaur, so to speak? It's very simple. The love for movies really has gotten me to this place. In the beginning, my first film was on The Iron Giant with Brad Bird, and he taught me a lot about his priorities of whatever you can do to make the film better. Doesn't matter your title, as long as you're trying to make the film as best as it can be. And then when I got to Pixar, they shared the same language. The first movie I'd worked on there was Finding Nemo. As a story person and an art person,
when you were working those jobs, you were just trying to do your best. You put your heart into the work, they will slam it, they will cut it up, but then at the same time, you're hurt from it, but then you continue to put your heart in because everyone else is doing the same thing. But it's all under that guise, the simple idea of like trying to make the best movie you can. And from animation to storyboarding to art, every one of those departments, I didn't care about the title, all I cared about was trying to make the best movie. And for this one, for The Good Dino, the original director on this, Bob Peterson, asked me to come and help. And then the film got in a complicated place, and then they asked me to take the movie over. And then when I did that, my first thing, it was like a child that was sick. It was just like, okay, this child is sick. What can I do to take care of this film and make it the best that it can be? And so with Denise's help, we got a lot of people to help us do that. With that same priority of, because we love movies so much, how can we try to make this as best as we can? Alors voilà, c'est vrai que ce qui m'a amené finalement ici, c'est mon amour tout simplement pour les films et le cinéma. Je me souviens du premier film sur lequel j'ai travaillé, qui était Le Géant de Fer, avec Brad Bird. Et bien évidemment, il m'a appris une chose fondamentale, c'est que la priorité, peu importe le titre que l'on a sur un film, sur un tournage, sur une animation, eh bien l'important, c'est d'y mettre toutes ses forces et tout son cœur et de rendre le projet ou le film le meilleur possible. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé chez Pixar avec Le Monde de Nemo, eh bien, il y avait cette même philosophie. Peu importe quelle est votre fonction, en quelque sorte votre titre, ce qui est important, c'est une idée très simple mais fondamentale, faire le meilleur film possible. Alors, c'est vrai que j'ai été à l'animation, ensuite storyboarder, ensuite évidemment artiste et même voix. À chaque fois, c'était ça qui importait, faire le meilleur film possible. Et je me souviens que lorsque Bob Peterson, qui était le réalisateur à l'origine, m'a demandé de venir le rejoindre, parce qu'il se trouvait à un lieu un peu délicat, il se sentait un peu coincé, et bien c'est vrai qu'à ce moment-là, de nouveau, il y avait l'idée non pas du titre de réalisateur, mais de faire le meilleur film possible. Et j'ai un petit peu regardé ce film comme, vous savez, quand on dit que son enfant est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux? Eh bien, j'ai un petit peu eu cette perspective sur le voyage de Harlow, et avec l'aide de Denise, et puis évidemment des talents de Pixar, eh bien, nous avons comme cela créé ce film. Mais ce qui nous unit tous vraiment, c'est notre amour d'un film bien fait et d'un film tout court. Question. Alors, comment est venue l'idée de mêler des personnages au design cartoonesque avec des paysages ultra réalistes? Yeah, who or how did you come up with the idea of mixing super realistic, nature, and then almost cartoon-like characters? It was all based off of what the story needed. What's funny is that all the research that we had done out there in the wilderness, showcasing how tremendously dangerous it could be, but awe-inspiring at the same time. And so for Arlo, this is a boy and dog story, but it's about him surviving out in the wilderness. And what's so funny is that we needed to make nature feel dangerous. We tried making the nature a little bit more graphic, but then it watered down the danger. It didn't feel like he could get hurt. And so that was one of the first ideas of like, okay, we have to be really honorable and respect nature, and so let's try to do that. But then with Arlo, the dinosaur, we were flipping the concept, making Arlo the boy and the little animal the dog, the little human the dog. And so we had tried more realistic dinosaurs, but at a certain point you're like, just eat the grass. If you look like a real animal, just eat the grass and you can survive. But trying to find the boy, the human quality to Arlo was a big choice to make. And so in Arlo, you can see his knees to feel like a little young teenager, his eyes so that like if it was a live action movie, you would hire a kid that when you put him out into the wilderness for the first time, that he's scared with not a lot of dialogue, so that in the beginning when he hits the wilderness, it feels like he's a stranger out there, he doesn't belong. But then throughout the movie, hopefully you can feel that he is growing more confident in nature, becoming stronger and more brave there, and then hopefully you feel like he's becoming to blend in a little bit into the world. Alors c'est vrai que lorsque nous avons fait justement ces voyages de recherche et qu'on était au milieu de cette nature extraordinaire et sauvage, on a tous eu le sentiment qu'il y avait à la fois évidemment l'aspect dangereux de cette nature sauvage, mais aussi une inspiration et une beauté totale devant ces paysages. Et on a voulu
vraiment se concentrer sur l'idée que Harlow, eh bien, sa première mission, en quelque sorte, c'est de survivre à cette nature. Donc il fallait qu'on ait le sens du danger en voyant notre film, qu'on voit la nature telle qu'elle est. On a essayé à un moment une approche plus stylisée, plus graphique, mais on s'est rendu compte très vite qu'au contraire, cela semblait finalement atténuer le danger que représentait cette nature sauvage. Et on a voulu justement montrer que la nature est belle, mais qu'on doit aussi respecter son côté sauvage et dangereux. Parce que, évidemment, lorsque on a ce concept inversé du petit garçon et de son chien, alors que là, évidemment, c'est le dinosaure qui est le petit garçon et le petit garçon qui est le chien, en quelque sorte, on s'est dit, mais si nous rendions ce duo, en quelque sorte, plus réaliste, eh bien, à ce moment-là, il faudrait bien qu'on montre le dinosaure en train, par exemple, de brouter ou de manger, il faut faire des choses qu'un animal ferait. Or, justement, nous voulions trouver dans ces personnages, et surtout en Harlow, son humanité. Donc, par exemple, lorsque vous regardez, vous voyez bien que la façon dont il est dessiné, même ses genoux, voilà, ils sont plus petits, ils sont écorchés, ses yeux, lorsqu'il arrive dans la nature pour la première fois, lorsqu'il est lâché en pleine nature, eh bien, on voit la peur qui s'inscrit dans son regard, et on voulait surtout montrer que, à partir du moment où il arrive dans cette nature sauvage qui l'effraie au début, mais petit à petit, on voulait montrer une évolution et montrer qu'il a de plus en plus confiance en lui et que justement, il est de plus en plus, il fait partie de plus en plus de cette nature qui n'est plus aussi hostile pour lui et à ses yeux. Question, oui? L'enfant ressemble énormément à Mowgli. Est-ce que c'est une référence au livre de la jungle? Yeah, I mean, the child, I mean, the young boy looks very much like Mowgli. Is that a reference to the Jungle Book? Not in the beginning, not at all. It was, it's tough because in the beginning there was Mowgli, there was Tarzan, there are a lot of these feral kids all over the place. But for us, we were really trying to make a unique kind of kid that was universal in a way. You know, his hair is very much like my daughter. Every time my daughter wakes up from the bed, that's that type of hair. We've tried to infuse little original things in there that were kind of him, but trying to find that kind of universal animal, you know, in the kind of a kid. Alors voilà, c'est vrai que donc au début, pas du tout. D'ailleurs, il y avait Mowgli, il y avait Tarzan, enfin bon, il y avait pas mal de références possibles. Mais nous, on voulait faire quelque chose qui soit à la fois unique, mais en même temps universel. D'ailleurs, par exemple, les cheveux me rappellent ceux de ma fille quand elle se réveille le matin. Donc on voulait comme ça avoir des détails très, très précis et originaux, mais en même temps rester évidemment dans l'universalité du propos. I love the Jungle Book, though. I have to Ah, say, I love it. voilà, et by the way, évidemment, il adore le livre de la jungle, pour Yeah, un de ses préférés. Bonjour. J'ai trouvé que le film allait au-delà du périple initiatique qu'on nous a annoncé. Je trouve, est-ce que vous avez apporté cet aspect de conte philosophique autour du deuil, de l'amitié et de la famille dans ce film? Alors, I mean, your film goes really far beyond the sort of coming-of-age story. I mean, there is almost a philosophical tale about death, friendship, family. Yeah. Could you elaborate on that? Yeah, absolutely. It was something that we talked about in terms of making a story, a plot very simple, that we would be able to explore all these themes in an emotional way, but also in a connectable one too. In terms of, we were trying to kind of all base it around nature. You know, Mother Nature is something that you can't beat. You can't win it. You have to, but you can survive it. But death also became something like that. Death is not something that you can beat, but you can learn to, you know, survive loss and that concept. All these ideas would start to kind of simply kind of focus the Arlo's journey in a way, even with family, like the idea of surviving your family and what that means was very simple. We would talk about it all the time. And a lot of it happened through research. I was just talking to Denise about this earlier, that, like, you know, I grew up in a grocery store with a family in New York, and but it was a small family surviving the city. But then we would go visit farmers and ranchers, and they were also families surviving out in the frontier. And so in the beginning, the T-Rexes were not a family. They were just a couple of cowboys, essentially. And when we went to go do the research for the ranchers, we met this family called the McKays in Oregon. And I'm from the city. I had never been out there like this. And so meeting some of these family people, the way they live their life, it's a hard life. They had, you know, this was an interesting couple because they were two white
a husband and wife, father and mother, and they adopted 5 kids from Haiti, and they raised these kids in such pure love, and it was so moving that they were surviving out there like this. And so all of a sudden we're like, the T-Rexes have to be a family, just like Arlo's family. And so there was an interesting parallel between what Arlo's idea of trying to help is and what the family out there understood about fear and surviving. And so it was all trying to tie it up as best as we can. And so I really appreciate that you felt those things. It's been a long journey. Long journey for you too, yes. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Denis justement de ces thèmes, parce que même si on voulait se concentrer, disons, autour de la thématique de la nature, et ce qu'est la nature, eh bien c'est vrai que Mère Nature en quelque sorte, eh bien on ne peut pas la vaincre. En revanche, on peut apprendre à survivre aux dangers que présente la nature. C'est comme le thème de la mort, même chose, bien sûr, on ne peut pas vaincre ou se battre contre la mort, mais on peut apprendre à survivre à la perte. Toutes ces idées, finalement, se rejoignent. C'est comme l'idée de la famille, bien sûr. Bien sûr que rien ne peut remplacer la famille, mais en même temps, on peut aussi survivre au fait de quitter sa famille, de grandir, etc. Donc c'était très important, et nos recherches, évidemment, ont affiné ce concept, parce que lorsque nous les faisions, et j'ai grandi par exemple à New York, comme je vous l'ai dit, et mes parents avaient une petite épicerie. Donc j'avais face à moi dans mon enfance finalement une famille petite, modeste, qui tentait de survivre dans la grande ville qu'était New York. De la même façon, quand pendant ce voyage et cette recherche, nous sommes arrivés justement dans le nord-ouest comme ça américain, on a rencontré cette famille de ranchers, alors qu'au début, les T-Rex par exemple, on n'avait pas du tout eu l'idée, le concept d'une famille. Pour nous, c'était 2 cowboys, par exemple, de figures un peu de western de cowboys. Mais quand on est arrivé dans l'Oregon et qu'on a rencontré les Mackays, eh bien, on a tous été extrêmement touchés par la façon dont ils vivaient. Une vie très rude, mais surtout une famille extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons rencontré 2 parents qui avaient adopté 5 enfants venus d'Haïti. Et c'était extraordinaire parce que ce qui nous a frappé, c'est cette forme d'amour extrêmement pure dans laquelle ils élevaient ces enfants. Ça nous a infiniment touchés. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais nos T-Rex, ça doit être une famille, ça doit être cette famille. Et c'est cela donc qui a un peu changé justement la couleur du film, si je puis dire. C'est un peu comme Arlo, finalement, son voyage. Donc voilà, on a voulu réunir toutes ces thématiques qui sont donc la famille, la mort, comme vous le disiez, la famille, pour montrer justement qu'il y avait un parallèle aussi bien avec la famille de ces ranchers, ces T-Rex, que la famille d'où est né Arlo, évidemment, ces dinosaures, et que tout cela eh bien, soit un voyage initiatique, mais aussi au-delà. Et le mien, d'ailleurs, ajoute-t-il, a été un long voyage. Question. Oui Ce projet a connu pas mal de bouleversements entre les changements de réalisateurs, le relais par la Brain Trust et le changement de casting. Est-ce qu'à un moment vous avez cru pouvoir abandonner le projet, et sinon quelles améliorations vous avez apportées pour finir le film? Well, I mean, the project went through a lot of phases. I mean, there was a change of director, the Brain Trust walked in, new cast as well. What did you bring to your film, in a way, to improve what was obviously in a rut? Well, Go for it, Denise. I mean, essentially when the date changed and they put Pete on as the director, we just decided to start over. And basically we went back and looked at all of the different screenings that occurred and tried to find what it was that what we originally liked about the concept. And we really started from there, and then shortly afterwards, we had an offsite with Brain Trust. We went on this research trip to Wyoming and Idaho, and just really it was to clear Pete's mind, to give him sort of a fighting chance to sort of reimagine the film. We went out there, we were inspired by the, breathtakingly beautiful and scary environment that we saw, and came back and started over, and concurrent to that, I put in a different team. We sort of started over and put in a more experienced team, so that Pete could solely focus on the story, and I surrounded him with sort of Pixar veterans that could execute the film, because I knew that at the end of the day,
there was going to be nothing to execute if the story was not working. So it was then from that point on just really hard work. We put the movie up every 6 weeks, which is, you know, essentially we're redrawing the movie and cutting it and drawing, editing it every 6 weeks, and then we would get notes from the Brain Trust, and we just sort of kept chipping away at it, and hopefully we moved the story along, Yeah. I think, pretty steadily. I don't know, what else would you add? Yeah, the cast was, we had an older Arlo in the beginning, but then when I was on it, really trying to make it pure about a boy and dog story, and so one of the first decisions was to make a younger Arlo. And because we did that, his brothers and sisters turned younger, everything kind of changed once we did that, and so Yeah. that was another thing that had happened. Alors c'est vrai, je disais que c'est vrai que lorsqu'on a changé effectivement les dates et qu'on a pris la décision que Peter arrive et réalise ce film, et on a carrément décidé de tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'on a regardé évidemment des screenings qu'on avait eu antérieurement et on s'est dit voilà, qu'est-ce que là-dedans on aimait au départ, donc qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va complètement changer. Et évidemment, le Brain Trust est arrivé à ce moment-là, mais surtout, on a décidé ensemble de faire un voyage de recherche dans le Wyoming, dans le Idaho, pour en quelque sorte, pour nettoyer en quelque sorte tout ce qu'il y avait eu avant, pour que l'esprit de Peter soit complètement en quelque sorte vierge de tout ce qu'on avait travaillé et fait avant, et pour en quelque sorte réimaginer, réinventer le film. Et c'est vrai que ce voyage dont on parlait tout à l'heure nous a extrêmement inspirés, parce qu'il y avait à la fois ce côté grandiose de la nature, mais ce côté aussi absolument terrifiant. Et donc lorsqu'on est revenu, on avait vraiment en tête toutes ces lignes dont nous avons parlé tout à l'heure pour le concept. Parallèlement, Denise nous rajoutait qu'elle avait pris une nouvelle équipe pour entourer Peter, de gens plus expérimentés, des vétérans de Pixar qui savaient donc parfaitement comment amener une histoire à bout, parce qu'elle voulait que Peter se concentre sur une chose et une seule, la narration, l'histoire, comme toujours. Car finalement, on peut toujours techniquement faire tout ce que l'on veut chez Pixar, mais si on n'a pas au départ une histoire forte, un véritable arc narratif, tout le reste ne sert à rien. Et là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail, un travail assez acharné, car chaque 6 semaines, eh bien, on remontrait le film, on faisait de l'editing, on recréait des choses, on avait des notes, et puis évidemment des notes du Brain Trust pour nous dire voilà ce qu'on en pense. Donc vraiment, toutes les 6 semaines, il y avait vraiment un repositionnement pour vraiment montrer et avancer. Et d'ailleurs, on a avancé extrêmement, on a progressé totalement régulièrement après cela. Et puis de rajouter, c'est vrai aussi qu'il y a eu un changement au niveau du cast, car dans les premières, disons la première version, eh bien Arlo était plus âgé. Et pour moi, ce qui était très important, c'est de garder l'idée pure et belle que c'était l'histoire d'un petit garçon et de son chien, même si c'était un concept inversé. Et donc, j'ai voulu avoir un Arlo plus jeune, et donc forcément, tout a suivi. Le frère, la sœur devaient être plus jeunes, etc. Donc ça a été vraiment les changements principaux. Question qui n'a pas encore... oui. Hello Peter, can you talk a little about your collaboration on the musical score with Michael and Jeff Dana? Yeah, that was one of the most exciting things. Because this was a first time for me, we wanted to find a unique score. Because, you know, when Denise and I talked about this, there's dialogue in the film, but there's probably the least amount in any Pixar film. And so we knew that the score and the sound design would have to do a lot of supporting of the story. And so some of his scores that we love, like Moneyball or Life of Pi, they were very emotional scores, but on an internal level, where you could kind of feel the world, but also be with the characters' insights. But then he could also turn it around and find the big themes that could kind of also match the scope. They were incredible to work with. I mean, it was just a back and forth early on about this, and he would send us demos. This was an early thing for me, because we were showing him the movie in drawings, and then when he first saw the first images of like, he couldn't believe the change from drawings to the look of the film. But then at the same time, he would be playing this digital versions of the score, and I was like, okay, this is what the music is like. No, wait. When you get real instruments, it's going to sound totally different. And so it was a funny, interesting parallel. Oui. Alors,
Voilà, alors c'est vrai que travailler avec Michael et Jeff Dana, c'était d'abord pour moi, c'était la première fois, évidemment, donc c'était extrême, j'étais très excitée à l'idée de cette collaboration, parce que il nous fallait, comme c'est le film Pixar d'animation où il y a le moins de dialogue de tous les films Pixar, on savait que la musique, mais aussi évidemment les effets sonores, allaient être très importants. Et c'est vrai qu'en écoutant eh bien, le score évidemment de Moneyball, de Life of Pi, évidemment, ce qui était très intéressant dans cette musique, c'est qu'elle était à la fois très émotionnelle, très intériorisée en quelque sorte, mais qu'en même temps, on avait aussi à certains moments des envolées extraordinaires. Donc on avait à la fois l'intériorité, mais aussi l'extérieur et la grandeur. Donc on voulait cela chez eux. Et ça a été une collaboration assez incroyable, puisque nous, on lui envoyait des dessins. Et d'ailleurs, il était complètement halluciné aux animations de ce que ces dessins allaient devenir en animation. Donc il nous envoyait des démos. Et nous aussi, on était complètement hallucinés, parce qu'il nous envoyait évidemment des versions numériques de la musique. Et il disait, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas pareil une fois qu'on a tous les instruments, les vrais. Donc il y avait presque ce parallèle assez amusant entre ce que devenaient les dessins une fois qu'ils étaient animés et ce que devenait la musique une fois qu'elle était vraiment jouée. Dernière question. But there was one moment I remember when we were at the scoring stage. We had worked so hard, the Pixar family, putting up the images, and then we recorded at Warner Brothers Studios, and Michael and Jeff brought this group of artists together that were orchestrating, and then to see the movie, there was a moment in the film when Arlo's running through the birds and climbing a mountain, and to see this orchestra playing this marriage of the music and the picture happen, I remember us getting so emotional. You were crying, we were crying, everyone was just like, feeling the beauty of what they had done. It was really amazing. Alors voilà, donc voilà, il y a un moment vraiment d'émotion pure d'ailleurs, parce que lorsque ils sont allés évidemment à l'enregistrement de la musique dans les studios de Warner Brothers, eh bien où là Michael et Jeff évidemment ont amené évidemment les musiciens et tout leur talent. Et il y avait ce moment, c'était la scène où Arlo court après les oiseaux en train comme ça d'escalader la montagne, et soudain de voir ce mariage en quelque sorte pour la première fois de notre animation et de leur musique, ça a été un moment extrêmement fort et très émouvant, et je me souviens que tous les deux on a pleuré devant devant ça. Yeah, it was like, don't look at me, don't look at me. Ne regarde pas, je pleure. Voilà. Dernière question, qui n'a pas encore... voilà. Comment avez-vous travaillé pour avoir un rendu aussi réaliste en CG? Yeah, how did you do it to have such a realistic rendering of it all? Oh, it was incredible. The technicians at Pixar are amazing. Yeah, I mean, Some of these things took forever to render. yeah, we had an extraordinary team. I mean, we have, Sharon Callahan was our lighting DP, and she is the first person in our industry to be accepted to the ASC, it was quite an honor. And she just has this phenomenal eye. And again, all of the people that we brought on, just plus the movie in a pretty extraordinary way. As Pete was working on the story and it kept going through the departments, it was such an additive approach as it would, went through layout to animation, through effects, lighting, rendering. There were a couple of times, our soup tech, the head of all the supervisors, his name is Sanjay Bakshi, and we looked at each other on a couple of different occasions and said, it felt miraculous, even to us while it was happening, just how beautiful the image is. I don't know if you recall, but there is the shot of the rain coming from the trees, trees and the rain starting, and then the clouds parting, and those were the first two shots that we rendered in the movie, the first two finished shots. And when I saw those two shots, it was like, I think we knew we had something special. And it was just amazing. There were so many impossible things when we first started, like, no, water is so difficult. Yeah. Why are you doing water? Right. Like trying to make the world go out hundreds of miles. How are we going to do that? And then, they found a way. They found all these options. And then some of the hardest things, it's so funny with computer animation, one of the hardest things to render was the hay in the opening of the film. When Arlo was born, that hay that they're sitting in, the eggs,
It took over 490 hours to render one frame. 400 and what? 97 hours for the hay. And so we're like, the river is nothing compared to this hay. I can't believe it, Yeah. how difficult it was. But yeah, there were so many difficult things like that. Yeah. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est incroyable, mais chez Pixar, c'est vrai qu'il y a une équipe extraordinaire de magiciens. Enfin, je pense aussi à Sharon Callahan, qui était évidemment notre directrice de la photo et de l'éclairage, la lumière d'ailleurs. On était très honorés qu'elle ait SC, voilà. Et elle a un œil extraordinaire. Et donc ce qu'elle a fait sur le film est brillant. Et c'est vrai que pendant que Peter était vraiment se focalisait sur l'histoire, la narration, et finalement aller voir chaque département les uns après les autres, le théâtre, l'animation, la lumière, etc. Tout prenait vie au bout d'un moment. Et nous avions aussi Sanjay Bhakti, qui est un superviseur technique, qui a fait un travail miraculeux, dit Peter. Et par exemple, les 2 premières images que nous avons vues vraiment finies, eh bien c'était lorsqu'il commence à pleuvoir, que la pluie tombe des arbres, et que les nuages eh bien, se séparent en quelque sorte. C'était les 2 premières images vraiment qui étaient totalement animées. Et lorsqu'on a vu ces images, on s'est dit, on a vraiment quelque chose de spécial. Et Peter de rajouter, c'est vrai qu'au départ, évidemment, ils nous ont tous dit, mais enfin, pourquoi tant d'eau pendant tout le film? C'est tellement difficile, de l'eau sur des centaines de kilomètres, en fait, c'est l'impression que ça nous donne, que c'est une des choses les plus difficiles en animation. Mais effectivement, avec la technologie et justement tous les talents de Pixar qui étaient réunis, ils ont fait des prouesses extraordinaires. C'est comme, vous savez, toute cette paille dans laquelle sont les œufs au début, quand Arlo naît, enfin, et ses frères, enfin son frère et sa sœur aussi, eh bien, il nous a fallu 497 heures pour rendre ce résultat aussi palpable en quelque sorte, aussi beau. Donc voilà, il y a eu énormément de défis, mais voilà, vous avez un film. Voilà, merci à vous tous. Merci.